Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Où est-ce que le titre du podcast va amener tout son sens parce qu'on va parler du déficit calorique d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Donc, comment est-ce que nos émotions peuvent créer un certain biais au niveau de notre progression en perte de gras? C'est un épisode qui est super intéressant, particulièrement si tu es quelqu'un qui a de la difficulté à perdre du gras en ce moment. Sur ce, bon épisode! Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Pour bien décortiquer ce sujet-là, je pense que c'était important d'aborder au début qu'est-ce que c'est théoriquement le déficit calorique. Je vais prendre le temps d'expliquer ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui est attachées au déficit calorique, puis on va expliquer, mais en fait je vais expliquer ce qu'on veut dire par là maintenant, c'est que évidemment souvent il y a des gens qui vont tout simplement penser qu'ils sont en déficit calorique, avoir beaucoup de misère à se dire je suis en déficit, mais je perds pas du poids. Mais pour comprendre ce phénomène-là, il faut tout d'abord comprendre le déficit calorique en tant que tel. Puis je vais prendre un petit peu de temps pour le faire, puis après on va aller un petit peu plus sur concrètement, qu'est-ce qu'on entend souvent. Donc, de un, faut voir ça comme une balance énergétique. Ton corps a un besoin dans une journée que tu dois combler avec des calories. Donc, évidemment, avec ta grandeur, ton sexe, ton poids, ce que tu bouges dans une journée, ton travail, tout ça va faire en sorte que ton corps va avoir un besoin calorique. Exemple, on parle de 2000 calories juste parce que c'est plus facile comme ça. Bien, logiquement, si tu es à 2100 calories, bien, à ce moment-là, tu as 100 calories de surplus. Et donc, ton corps va avoir besoin de prendre ces calories-là et les stocker à quelque part parce qu'il ne peut pas juste les faire disparaître comme ça. Tandis qu'au contraire, un déficit calorique, tu vas être à 1900 par exemple, là, tu as un 100 calories, mais là, ton corps, un 100 calories de déficit, excuse-moi, que ton corps a besoin d'un 100 calories, mais tu n'y as pas donné. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, dans notre corps, on a des réserves énergétiques. Puis la plus grande réserve énergétique de notre corps, ça reste les gras. La graisse en tant que telle, c'est un stockage d'énergie. C'est tout ce que c'est. Okay? Donc, à ce moment-là, ton corps, il va se dire, ben là, écoute, moi, pour vrai, pour survivre ou pour faire les fonctions de base que j'aurais besoin de 100 calories de plus. Puis la calorie est une unité d'énergie. Fait que là, il va se dire, ben comment est-ce que je peux faire pour aller chercher ce 100 calories de plus-là? Ben, il y a des réserves, je vais aller prendre ces réserves-là, puis je vais les désagréger, mettons, en calories. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ça pour faire ce que j'ai besoin. Et donc, si tu es en déficit calorique, tu perds du gras. C'est juste, ton corps en a besoin, c'est pas... Puis là, les gens, des fois, sont comme, mais je m'habitue au déficit calorique, donc c'est pour ça que je perds plus. Non, c'est parce que tu n'es pas en déficit calorique. Ton corps ne s'habitue pas, il a besoin de ça pour vivre, tu comprends? Fait que tu as quand même juste besoin d'aller chercher tes réserves. Fait qu'il va juste les prendre, avoir l'énergie qu'il a besoin, puis toi, pendant ce temps-là, ben, tu vas perdre du gras. Ouais. Fait que c'est la logique derrière la balance énergétique, puis c'est sûr que si tu le vois sans émotion, théoriquement, c'est comme ça que ça devrait être. Mais concrètement, je pense que c'est pas tout le temps aussi simple que ça. Parce qu'il y a beaucoup d'attaches émotives liées au fait d'être en déficit calorique. Exactement. L'alimentation joue un rôle central, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit dans les familles, que ce soit au niveau de la culture aussi. Puis même au niveau personnel, il y a beaucoup d'affect à la nourriture. C'est une expérience qui est généralement positive. Puis même au niveau des neurotransmetteurs, on mange quelque chose de bon, on a de la dopamine, on a un spike de bonheur. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'alimentation qui fait qu'on a un biais très, très, très fort par rapport à ça et particulièrement par rapport à sa gestion. Et ça fait que justement, quand on se fie uniquement aux émotions en fait, sur nos sensations, d'être comme, hey, là, je sens que je mange moins. Je sens que j'ai moins d'énergie. Je sens que ça ne veut malheureusement pas dire qu'on est en déficit calorique. Ouais. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte, en fait, que tu aies faim sans nécessairement que tu sois en déficit calorique. Puis ça, on en a parlé souvent, une alimentation qui est très peu riche en protéines, mais tu as moins d'effet de satiété, ou quelqu'un qui dort 4 heures, ou genre, si tu dors pas des nuits complètes, ben, tu vas avoir plus d'hormones de faim qui va être sécrétée. Fait qu'alors là, peut-être que tu es en surplus, mais tu meurs encore de faim. Fait que ça, c'est des choses qui vont faire en sorte. Puis ça, c'est sans compter le côté émotionnel. Là, on parle de physiologique avec ce que je viens juste de dire, mais le côté émotionnel de j'ai eu une mauvaise journée, j'ai eu une bonne journée. Toutes les raisons sont bonnes pour s'auto-valider à manger plus souvent en temps normal. Puis
je tiens juste à le mentionner, là, je veux pas parler sur mes grands chevaux, là. Je parle de moi aussi, là. Je parle de tout le monde en général, on est tous comme ça, là. Donc, le point, c'est juste qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que tu te dis, ah, j'étais en déficit calorique parce que j'ai faim. Mais en tant que tel, si le reste autour n'est pas arrangé pour que tu n'aies pas faim, ben peut-être qu'ils vont avoir faim quand même. Petite parenthèse. Puis souvent, comment est-ce que c'est manifesté? Ça va être des gens qui vont communiquer justement que ah ben pourtant je mange moins, mais je perds pas de gras. Ouais. Ou parfois ça va être et ça fait longtemps que je m'entraîne puis je perds pas de gras, par exemple. Et ça vient justement avec le fait de OK, mais d'un point de vue théorique, ça se peut que tu ne sois pas en déficit calorique parce que, tu sais, comme tu parlais un peu, on parlait d'équilibre énergétique, mais il y a plusieurs composantes au niveau de l'apport en calories, mais il y a aussi plusieurs composantes au niveau de la dépense en énergie. Et lorsqu'on implique les émotions, puis là, c'est moi qui ai l'air vraiment, vraiment cold là-dessus, là, qui est toujours un peu froid, mais souvent, quand on implique les émotions là-dessus, on a difficulté à voir, mais c'est quoi les actions qu'on fait qui sont mal, puis les actions qui fait qui sont bien. Parce que parfois, il y a des choses qu'on peut continuer à faire ou faire plus, ou des choses qu'on doit arrêter de faire, tout simplement. Puis c'est ça, quand on a un biais émotif qui rend la chose plus difficile. Oui, puis souvent, ce qu'on remarque, en fait, c'est que moi, la situation qui arrive quand même souvent, c'est, mettons, une femme de 120 livres, peu importe, qui va dire « Ouais, mais mon chum, il mange non-stop puis il prend pas de poids. » Fait que là, donc, ça devient... Parce que le déficit calorique va être... Ben, en fait, la balance énergétique est différente d'une personne à l'autre. Puis comme tu disais, l'exercice que tu fais dans une journée contribue beaucoup parce que c'est ce qui fait la dépense énergétique, dans le fond. Si tu dépenses plus, ben, tu as besoin de manger plus. C'est aussi logique que ça. Donc là, tu te mets à investiguer un petit peu parce que là, tu vois, en ce moment, la critique est quand même émotionnelle. J'aimerais ça être comme mon chum puis manger autant puis pas prendre du poids comme lui, il fait. Mais souvent, c'est de regarder, OK, ben ton copain, il mesure combien? Il pèse combien? C'est un gars de 220 livres, 6 pieds 2. T'es une femme de 5 pieds 1, 100 livres. OK, déjà là, c'est normal qu'il mange plus. C'est totalement normal, il y a plus de besoins. Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis hygiéniste dentaire, je suis un petit peu debout. Ton chum, il fait quoi? C'est un couvreur. Il travaille sur les toits tous les jours, 40 heures semaine. Fait que lui, il travaille très physique. Puis toi, tu travailles modérément physiquement. Fait que tu es debout. Donc, il va brûler énormément plus. Puis tu sais, moi, j'ai un client qui est environ, qui est un petit peu plus grand que moi, qui pèse environ dans les mêmes enjeux que moi, dans les mêmes poids que moi, si je peux dire ça comme ça. Puis il peut manger littéralement 1500 calories de plus que moi, puis être stable. Mais pourquoi? C'est injuste? Non. Il bouge tellement, sa job est physique, la mienne, elle l'est pas. Fait que, tu sais, le point, c'est juste que ton corps a des besoins. Si tu vois ça, encore une fois, le but du podcast, c'est de détacher l'émotion du déficit calorique. C'est de se dire, OK, ben si on regarde ça objectivement, c'est juste parce qu'il brûle plus et donc il y a plus de besoins. Mais tu sais, vu qu'il brûle plus, souvent, il y a aussi plus faim à cause qu'il brûle plus, tu sais. Fait que c'est toutes des choses qui vont ensemble. Les signaux de la faim en tant que tel, c'est pas fair pour tout le monde. Genre, c'est pas tout le monde qui a les mêmes signaux de la faim. Il y en a qui ont vraiment plus faim que d'autres. Puis ça, c'est quelque chose qui joue dans un désavantage si on a envie de perdre du gras, mais reste que, idéalement, si on se détache de l'émotion, c'est vraiment juste ça. C'est un calcul. Puis c'est juste que lui, de son côté, il y a eu des plus dans les dépenses. Fait qu'il doit avoir des plus dans les apports pour réussir à être en maintenance. Tu veux pas. Puis ton corps cherche tout le temps à avoir l'homéostasie, ce qui est à dire la maintenance. Fait que si tu dépenses plus, lui, il va être comme parfait, aie faim. Aie faim, puis mange. Parce que veut pas, il veut survivre. C'est ça l'idée générale de l'organisme. Ouais. Puis un autre exemple à quel point on peut avoir un biais émotif par rapport à ça, c'est qu'il y a des études qui se sont intéressées justement à est-ce qu'on avait un biais par rapport à ce qu'on suivait dans notre alimentation. Fait que les calories qu'on pouvait compter. Et ce que les études s'entendent pour dire, c'est qu'on a beaucoup tendance à sous-estimer les calories qu'on mange. Il y a une célèbre étude là, qui a été faite avec des nutritionnistes. Et dans le fond, cette étude là, qui était au début des années 2000, ils ont comparé, mais est-ce que les nutritionnistes versus les gens normaux vont avoir des écarts au niveau de leur suivi de calories? Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que même les nutritionnistes avaient des écarts de calories qui étaient autour en moyenne de 200 calories par rapport à leur apport. Et les personnes qui n'étaient pas nutritionnistes avaient, eux, des écarts qui étaient de 400 calories. Fait que l'air de rien, 200 puis 400 calories d'écart de sous-estimation, ben c'est un déficit calorique qu'on n'a pas. Fait que ça démontre un peu le biais qu'on a et les personnes qui sont en situation de surpoids et d'obésité aussi vont avoir tendance à sous-estimer davantage la quantité de calories qu'ils mangent. Puis encore une fois, il y a une grosse partie que c'est un affect émotionnel par rapport à ça, mais la sous-estimation va entre 21 et 67 %. C'est énormément. Et en plus, ce type de population-là a aussi davantage tendance à surestimer la quantité d'exercice physique qu'ils font.
Fait que tout ça fait que ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a la sensation et la perception de faire les efforts, mais qu'on n'a pas les résultats. Fait qu'est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour que je parle de la restriction cognitive? Ouais, vas-y, prends le temps de parler de ça, c'est super intéressant comme phénomène. Fait qu'en nutrition, il y a un phénomène qui nous intéresse beaucoup, puis ça s'appelle la restriction cognitive. Puis je dis en nutrition, mais c'est tiré de la psychologie, on est d'accord, là. Mais ce qui arrive, c'est que la restriction cognitive par rapport à l'alimentation, c'est l'effort volontaire qu'on veut avoir de contrôler ce qu'on mange. Fait que déjà là, on est comme, OK, mais ça peut être normal d'avoir du contrôle au niveau de son alimentation. Il faut voir ça comme une échelle. Il y a des personnes qui vont avoir une restriction cognitive faible, puis il va y avoir des personnes qui vont avoir une restriction cognitive qui est élevée. Puis il y en a qui vont avoir des restrictions cognitives qui sont souples. Fait que ça, c'est ceux qui sont plus faibles en général. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, puis pour donner un exemple aussi, pour clarifier, c'est quoi un exemple de restriction cognitive? Mais une restriction cognitive, ça va être « je ne mange plus de pain ». C'est comme des règles qu'on se donne. Je ne vais plus manger de pain, je ne vais plus manger de pâtes, je ne vais plus manger de patates, les fameux P. Même le plus de sucre aussi, c'est elle qu'on voit le plus souvent. Je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de gras, puis je ne mange plus de gâteau, je ne mange plus de dessert. Ça, c'est des formes de restriction cognitive. Et plus une personne a de restrictions cognitives, fait que des règles où est-ce qu'ils disent « j'ai pas le droit de faire ça », plus c'est lié à un outcome, un résultat négatif au niveau de leur perte de gras. On a une augmentation de tout ce qui est alimentation compulsive, suralimentation, parce qu'on a des règles et malheureusement, ces règles-là ne veulent pas dire qu'on est en déficit calorique. Parce que même si moi, je décide de couper le pain, mais ça se peut que je décide de manger plus de beurre ou plus de pâtes peut-être. Si je coupe toutes les glucides, mais ça se peut que je me dise, ben là, je n'ai plus de glucides. Fait que je vais manger plus d'aliments qui sont riches en gras. Fait que je vais mettre plus d'huile dans mon alimentation. Je vais manger plus de viande rouge. Alors, c'est pas parce qu'on a ces restrictions cognitives-là qu'on a nécessairement un déficit calorique. Par contre, ces restrictions-là, comme j'ai dit au début, c'est un effort. Alors, c'est un effort, ça a un coût. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression, on a la sensation de s'investir à 100%. Hey, je me donne des règles, je suis mes règles, mais je n'ai pas de résultat. Et c'est ce cycle-là qui continue, qui fait que les gens ont tendance à abandonner puis qui se sentent impuissants face à leur perte de gras. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Oui, puis je trouve que ça corrèle bien avec la mentalité no pain, no gain. Parce que souvent, souvent, on dit que pour avoir des résultats, ça doit être difficile, on doit souffrir. Et donc, en se mettant des règles comme ça, tout ce que tu fais, c'est veux pas te faire souffrir davantage. C'est que ce que tu fais en ce moment, en te mettant les règles, c'est que tu rends ton parcours quand même plus complexe, plus difficile. Tu as beaucoup plus de charge mentale à t'adapter à ça parce que tu n'as pas le droit de faire ça, pas le droit. Fait que tu te restreins toi-même, donc ça rend ça plus tough. Parce qu'on se dit, si c'est facile, ben je perds pas, tu comprends? Ça peut pas être facile, puis je vais avoir mes résultats. Non, ça doit être dur. Fait que là, on fait ça. Puis là, ça devient dur. Puis justement, le point que Simon a apporté, c'est que souvent, ces gens-là, puis on le voit sous le module peut-être plus des gens qui me disent « Écoute, moi, je mange 1000 calories puis je perds pas. Tu vois, là, il y a tellement eu de restrictions qu'on se dit « Je vais manger le moins possible puis je mange 1000 calories puis je perds pas. » Mais il l'a mentionné, c'est à cause des rages alimentaires. Au final, ton poids, ton corps veut pas, il veut que tu survives. Puis c'est quand même normal que si tu manges 1000 calories en tant qu'homme de 6 pieds 2, 200 livres, que ton corps soit comme yo, mange beaucoup, maintenant, s'il te plaît. Fait que là, tu manges énormément, des grosses quantités de whatever, parce que tu as une rage qui est comme, ben là, je suis tanné, j'ai pas de résultat, parce que tous les affects que tu t'es mis, toutes les barrières que tu t'es mis, ça rend ça négatif, tu as l'impression de tellement donner d'efforts, mais tu n'as pas les résultats. Donc là, tu binges. Tu manges énormément de calories, ce qui fait en sorte que sur cette semaine-là, la souffrance que tu as eue à manger 1000 calories les 3 premiers jours va s'annuler parce que tu as mangé tellement de calories, ce qui fait en sorte que tu n'as plus de déficit sur la semaine. Fait qu'alors que tu aurais pu être dans un léger déficit calorique sur toute la semaine, puis pas vraiment t'en rendre compte, puis pas trouver ça trop difficile, puis pas avoir des règles toutes mettons, intenses, là, tu aurais perdu du poids, mais là, tu as tellement essayé de te restreindre que ça a été trop tough, tu t'es juste laissé aller, puis c'est totalement normal, ben là, tu n'as pas perdu. Il y en a un, tu trouves ça difficile, puis tu n'as pas perdu, ce qui te décourage encore plus, tandis que l'autre, tu as trouvé ça un petit peu plus facile, puis tu as perdu. Sauf qu'on s'attend tellement à ce que ça soit souffrant, puis il faut que ça soit difficile, puis on veut que ça aille vite, qu'on finit par faire l'option 1 et non pas l'option 2.
Exactement. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on essaie aussi d'enseigner à nos membres chez Kinvolve d'une certaine manière, c'est que la restriction cognitive, souvent, on commence là. Les gens commencent avec des formes de restriction, mais l'objectif, c'est de développer d'une certaine manière des bases et des connaissances pour développer une restriction souple. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour créer un déficit calorique, il faut avoir des restrictions au niveau alimentaire, mais c'est pas obligé d'être des restrictions vraiment défini à 100%. Puis le parallèle que j'aime faire, c'est que est-ce qu'on va suivre un plan alimentaire ou est-ce qu'on va toujours manger la même chose? Ça, c'est une forme très sévère de restriction cognitive. Ou est-ce qu'on va apprendre à s'éloigner d'un plan alimentaire puis adopter des stratégies alimentaires? Fait que ça, c'est vraiment un parallèle qui est plus intéressant à travailler parce qu'on fait ce qu'on appelle puis là, je vais le dire en français, mais je ne pense pas que la traduction exacte, c'est l'implémentation intentionnelle. Ou est-ce que là, au lieu de juste penser à ce que je mange, c'est pas la bonne chose, ou si je mange ça, il va arriver ça, c'est que si j'ai envie de manger X, prenons l'exemple de Oreo, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais en manger 2? Est-ce que j'ai faim en ce moment? Si j'ai faim, est-ce que c'est une faim que mon corps il gargouille, c'est physique, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, ou est-ce que c'est une faim, j'ai envie de manger quelque chose de sucré? Qui est vraiment différente. Puis je parlais de ça avec une cliente cette semaine, c'est qu'elle me dit « j'ai une faim de sucre ». Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est des concepts totalement différents. Tu peux avoir faim sans envie de sucre, tu peux avoir envie de sucre sans avoir faim, puis tu peux avoir faim et envie de sucre en même temps. Fait que c'est des choses qui sont importantes de dissocier, mais bref, ça, c'est un travail qui est important à faire dans l'objectif de peu détacher, en fait, rester en déficit, puis être comme, OK, il faut que je détache un peu l'émotion, puis pour ce faire, j'ai besoin d'avoir des questions, un cheminement qui m'amène là. Ouais, puis ça a été quelque chose qui était vraiment difficile dans mon parcours à moi personnellement. Puis, tu sais, là, c'est quelque chose que je me suis vraiment beaucoup amélioré. Puis, je vais donner l'exemple de hier, littéralement hier. On a eu une grosse journée de travail hier, fait que pour vrai, j'ai déjeuné, j'ai dîné, puis j'ai oublié le reste. Tu sais, mon erreur. Mais bref, je cravais vraiment du Tim Hortons. Je cravais du Tim Hortons, puis honnêtement, il me restait 2-3 repas à manger, puis il était déjà 8 heures le soir. Fait que le point, c'est que j'étais comme, pour vrai, le Tim Hortons, là, il va avoir des protéines. Je vais rester dans mes calories. Pourquoi est-ce que je ne mangerais pas ça? Je crave ça en ce moment. Je peux répondre à un craving tout en restant dans les calories que je me suis setées. Pourquoi je ne le ferais pas? Tu sais, la réalité, c'est qu'une fois que tu te détaches de ça, tu peux vraiment comme satisfaire certains cravings dans certaines conditions, ce qui rend ça plus facile pour certaines personnes d'être en mesure de perdre du poids de façon comme... Comment je peux dire ça? De façon plus facile, plus facile psychologiquement, si je peux dire ça comme ça. Mais chaque personne est différente. Puis les gens qui sont très, comme tu disais, rigides là-dessus, vont avoir tendance à ne pas être capables de faire ce genre de move-là. Puis c'est correct. C'est correct. Je pense que c'est de l'apprentissage, comme tu disais. Exactement. Puis tout ça pour dire que d'un point de vue scientifique, ce qui fait perdre du gras, ça reste le déficit calorique. Puis parfois, c'est difficile justement de se dire « Oh, malgré les efforts, je suis pas en déficit », mais si tu n'as pas de perte de gras, puis là, je parle pas à court terme, tu sais, c'est pas comme je suis censé perdre 3-4 livres de gras une journée, là. Mais si, après avoir fait des efforts constants, attention, je dis toujours que l'important, c'est pas d'avoir des efforts intenses, c'est d'avoir des efforts constants. Mais si après plusieurs efforts constants, tu n'as pas de résultat, mais c'est le moment de réévaluer les actions qu'on fait. Ça demande, veut pas, un certain détachement de qu'est-ce que moi j'aime faire, de qu'est-ce qui est important de faire pour un déficit calorique, encore une fois. Fait que c'est important de créer cet apprentissage-là, ce détachement-là, parce que c'est ça qui fait qu'on peut cibler, on peut auto-évaluer les actions qu'on fait avec les résultats puis les données qu'on a accumulées, puis être comme « Ah, je faisais ça, mais c'est peut-être pas la bonne chose. » Fait que qu'est-ce que je peux faire de mieux ou qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Et par exemple, si je reprends le concept de restriction cognitive, c'est dans une situation où est-ce que tu es toujours confronté à, mettons, être restreignant, puis la fin de semaine, tu as besoin de la fin de semaine pour manger plus, aller au restaurant, ben là, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire de mieux? Peut-être intégrer des aliments que j'aime plus dans mon alimentation et qui me laissent en déficit calorique, par exemple. Et c'est là que des outils sont très pratiques, comme par exemple compter ses calories, tenir des journaux alimentaires, etc. Ouais, puis 100%, ça m'est arrivé justement avec une cliente la semaine passée. Tu sais, cette cliente-là me disait évidemment qu'elle mangeait 1700 calories, mais que le poids ne dropait pas du tout. Puis ça faisait quand même longtemps qu'elle mangeait 1700 calories. Fait que je me suis dit, check, veux-tu te porter à une activité? Ça demande quand même de l'autosurveillance, puis ça demande quand même... c'est difficile une fois que tu le comptes puis tu réalises que peut-être tu n'étais pas à 1700. Mais moi, ce que je dis, c'est
une journée, parce que je veux pas que ça devienne comme quelque chose de trop difficile. Il y en a qui aiment ça le faire sur 3 journées, puis c'est correct. Mais demain, parce que tu me dis que tu manges toujours la même chose, je veux que tu m'écrives chaque chose que tu as mangé, chaque chose, puis moi, je vais le calculer. Puis au final, on s'est rendu compte qu'elle mangeait 2350 calories sans s'en rendre compte. Fait que ça fait en sorte que ça va vite. Puis c'est à force de te mettre toi-même des petites barrières que tu finis... Parce que souvent, ça vient avec la compensation. Fait que tu vas te mettre une barrière, puis là, mettons, la journée que tu binge, la journée que tu as mangé vraiment plus, le lendemain, tu fais quoi? Tu vas pas retourner dans ta routine, là. Tu vas être comme, mais là, j'ai trop mangé hier, c'est sûr, je vais manger moins. Fait que là, tu vas manger la moitié de tes calories cette journée-là. Mais le lendemain, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Là, c'est correct, tu as mangé la moitié des calories, tu as tellement mangé hier que tu n'as pas digéré toute la moitié, fait que c'est correct, c'est facile à faire. Mais le lendemain, ben, tu vas retomber dans le même pattern. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui... Bref, là, je m'éloigne, là, moi, je sors du coq à l'âne, mais le point, c'est que c'est vraiment important d'être en mesure d'avoir cette auto-surveillance-là, des fois, puis pas tout le temps, mais juste pour être en mesure de remettre les pendules à l'heure puis savoir, OK, ben, dans quelle direction je m'en vais, tu sais. Ça peut vraiment être un défi de se détacher au niveau émotionnel de notre progression en perte de gras, particulièrement au niveau du déficit calorique. Mais sachez que d'un point de vue objectif, le déficit calorique est vraiment la chose qui fonctionne et si vous n'avez pas de résultat, c'est simplement un moment pour dire « OK, même avec tout ce que je fais, je ne suis pas en déficit calorique et maintenant, une fois qu'on sait cette information-là, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux changer. Si vous avez des questions ou des enjeux par rapport à ça au niveau personnel, n'hésitez pas à nous écrire à JP et à moi. C'est des choses qu'on deal avec à tous les jours. C'est des choses que nos membres d'équipe, on travaille avec nos membres justement qui ont des objectifs de perte de gras, que c'est des gros objectifs ou des plus petits objectifs. Tout est bon parce que c'est vraiment une opportunité d'en apprendre plus. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à coachsim.knvl sur Instagram ou directement à coachj sur coachj.knvl sur Instagram et on se revoit la semaine prochaine.